Alors, bonsoir, Adrien et moi-même Anthony, on va vous parler de notre petit séjour au Dodge.js qui a lieu en début décembre. Donc, qu'est-ce que c'est le Dodge.js? Donc, on va déjà commencer par dire que c'est très simplement c'est une conférence très orientée JavaScript. Bon, le nom l'indique un peu. Comment ça s'organise? Alors, pour la première année, c'est sur 2 jours, mais l'année dernière, j'y suis allé aussi. L'année d'avant, j'y suis allé aussi, c'était à peu près pareil. Donc, on a une journée qui s'organise à peu près comme ça. Grosso modo, on a 4 sessions d'1h15 avec des pauses entre chaque. Une demi-heure pour les pauses l'après-midi et le déjeuner, on a presque 2 heures. Voilà. Donc, ça fait 10 heures de conférence sur 2 jours. Ah, d'ailleurs, petit détail qu'on n'a pas indiqué, la place d'entrée est à 399 €. Si t'as pas leur lit. Si t'as pas leur lit. Oui, voilà. C'est vrai que j'en ai pas pensé à cela. Je viens de penser à ça. Alors, pour le Dodge.js, on avait un présentateur qui s'appelait Christophe Porteneuve. Donc son rôle, c'est d'animer pendant les pauses, de présenter les speakers, de faire poser quelques questions en fin de talk. Voilà. Comment c'est organisé en termes d'espace? Donc on a une seule salle de présentation. Donc on a, là, je sais pas, on ne voit pas très bien, on voit pas trop, mais donc là on a la table du speaker. Donc là il y a un écran géant, faut imaginer. Il y a des poufs qu'on voit pas, des lignes de transat, des chaises, puis un immense amphi où on rentre tous dedans. Je crois que Dodge.js c'est 1500 personnes, quelque chose comme ça. Donc voilà. L'amphi il paraît pas que grand, il est grand. Et il y a une deuxième salle qui est le grand hall où là on le voit pas sur la photo, il y a trop de lumière, mais tant pis. Il y a un écran de télé là avec un pupitre de présentation. Il y a les rediffs des confs en direct avec d'autres poufs et des chaises. Et cette partie-là se trouve dans le hall. Et en fait, partout là, c'est les stands de tous les sponsors. Avec les tables du buffet. Et le buffet, parlons-en. Alors ça, c'est quelques-unes des photos de la présentation qui sont extraits du Dodge.js. Autant dire que de la bouffe, il y en a tout le temps. Je crois que Lucas a prévu Paris après, mais je suis pas sûr. Bon, juste pour dire, voilà, la nourriture, c'est vraiment pas un problème. Il y en a pour tous les goûts. Il y a du sucré et du salé. Il y en a à peu près tout le temps. Dès le moment où on arrive à 9h le matin jusqu'au moment où on part, à 18h30, il y en a. Et c'est assez varié et ils pensent à tout le monde. Il y a des possibilités d'avoir du vegan, du gluten-free au besoin, à la demande. C'est pas un problème. Qu'on choisit au moment où on prend la Oui, place. au moment où on prend la place, on coche et on peut changer d'avis après. Parce qu'on peut leur changer. Voilà. Et du coup, je te laisse la main. Donc Paris, c'est pas la porte à côté. Donc normalement, on y va en train. Et là, c'était 5-6 décembre, je sais pas si vous vous souvenez, c'était le début des mouvements sociaux qui est en France en ce moment. Donc on a dû le faire en voiture. Alors là, le 4 heures, je sais pas si c'est le vrai 4 heures. Parce qu'en vrai, le temps entre Nantes et Paris, il varie assez. Mais finalement, ça va en fait. On est parti de Sautron de chez un collègue et on a pris la voiture. Et un petit périple, là, on est arrivé à l'hôtel directement. Et en fait, l'événement a super bien réagi en termes d'organisation. Donc ce qu'ils ont fait, en fait, c'est que comme il n'y avait pas de RATP, normalement, ils ont mis en place un système de navettes gratuites. Donc, les navettes, c'était des bus de voyage qu'on peut prendre quand on traverse la France. Donc nous, on était à l'Ouest Hotel là, et donc c'est à côté de la gare Saint-Lazare. Et on a monté donc jusqu'au nord de Paris, c'est pas très accessible d'ailleurs le lieu. Et du coup, là, il y avait une navette, et comme il y avait les grèves, il y avait moins de monde du coup, et on n'a pas eu de bouchon, impeccable. Et ils avaient décalé le début des confs d'un quart d'heure ou une demi-heure, je ne sais plus exactement, pour permettre à tout le monde d'arriver à l'heure, et finalement, ça s'est bien passé. Donc là, la petite équipe, donc de droite à gauche, ouais. Johan, Damien, Anthony et moi-même. Donc on est parti à 4, une voiture, et puis ça s'est très bien passé. On a pu bien discuter comme ça. Alors que le train, on va plutôt dormir, et là, en voiture, c'est l'avantage, on peut bien discuter. Donc, on va vous proposer maintenant, je vais laisser la main à Anthony, et on a sélectionné des talks qu'on a bien aimés, soit tous les deux, soit des calls qu'on a bien aimés chacun. Donc on va vous en présenter quelques-uns. Ok, donc commençons quelque part. Disons qu'on commence par lui. Donc, Welcome to Denoland de Bert Bedler. Donc, Bert, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un ancien de Node.js qui a décidé que Node.js avait beaucoup trop de problèmes. Et avec d'autres collègues, ils ont décidé de créer un petit projet qui s'appelle Deno. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille de fortement vous renseigner parce qu'il grossit énormément.
Sa présentation et son talk est très très intéressant, parce qu'il explique quels sont les problèmes de Node.js selon lui, comment ils les ont résolus avec Deno, en tout cas au moins en partie. Il reste quelques failles à Deno, il sait le dire aussi, ce qui est plutôt intéressant, assez honnête là-dessus. Il explique pas mal les choix fondateurs aussi du projet, comme le fait d'utiliser Rust, qui est un choix complètement différent de Node, qui utilise du C++, et le fait d'être le plus possible en single binary, du coup pour, pareil, casser la mécanique Node. Et il explique du coup où en est le projet, où ils vont, où ils en sont, et c'est assez intéressant. Et la présentation est plutôt sympa. Ensuite, Exploring the Hidden Potential of Sound Data. Donc, l'idée de ce talk, en fait, c'est parler d'une petite idée qu'ils ont eue avec des chercheurs, de mixer un micro et de l'IA, donc en l'occurrence du TensorFlow, pour essayer de déterminer l'activité qui se produit autour d'un micro. Donc, si je devais résumer cette talk en 2 mots, ça serait passionnant et terrifiant. Alors, passionnant parce que c'est extrêmement intéressant de voir que, en fait, simplement en se brossant les dents à côté d'un micro, on arrive à déterminer qu'on se brosse les dents. Et elle a fait la démo d'ailleurs pendant son talk. Ça paraît marrant, mais voilà. Sa démo est assez drôle. Et c'est assez terrifiant parce que ça veut dire que, vis-à-vis de ce qu'elle a montré, en fait, un simple Amazon Echo ou Google Home pourrait savoir tout ce qui se passe chez vous aussi, plus que juste vous enregistrer. Voilà. Mais ne soyons pas parano, chacun se fait son avis. En tout cas, sa présentation est assez bien faite, elle montre bien l'aspect démo, elle fait une démo en live, ce qui était un peu risqué d'ailleurs. Ouais. Ça a été un peu difficile au début pour le brosse à dents, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je vous conseille fortement d'aller la voir. On a mis les liens replay pour tous ceux qui sont dispo, sinon, s'il n'y a pas, ça arrive en général. Et moi, je vais vous parler de Architecting Component Compiler. Donc, ce monsieur, c'est un des créateurs de Ionic. Donc, Ionic, pour ceux qui ne savent pas, on est actuellement en V3. La V1, c'était AngularJS. La V2, c'était Angular. Sauf qu'il y a plein de gens qui voulaient en faire avec du React et du Vue et c'était pas très pratique. Du coup, pour la V3, ils sont repartis. Ils ont jeté la copie, ils ont repris à zéro et ils ont créé Stencil qui change complètement la logique. C'est un compilateur de composants Stencil vers Web Component. Et du coup, maintenant, Ionic, c'est plus un framework par-dessus Angular. C'est une bibliothèque de composants et un build tool qui peut être utilisé dans n'importe quel framework. Et du coup, il explique très bien comment ils sont passés de Angular à une autre méthode, comment ils ont évolué, pourquoi, comment fonctionne un compilateur de composants, pourquoi ils ont fait ces choix, etc. Je vous conseille fortement ce talk. Et je te laisse la main pour les suivre. Merci. Et pas besoin de noter les liens YouTube, on diffusera les slides. Oui. Premier talk je vais le lire, Eduardo San Martin Morote, désolé pour l'accent. Alors pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce que, alors déjà parce que le speaker était vraiment bien. C'est un développeur de la core team de Vue.js. Et ce talk-là, j'aime bien ce genre de talk en fait parce que c'est en 20 minutes on dit les choses. D'ailleurs on a oublié de dire que c'était tout en anglais, les confs, tout en anglais et que des quickies. Et j'aime bien ce genre de call parce qu'en fait, je sais pas votre opinion, mais moi j'ai l'impression depuis qu'on fait du front en fait, c'est que dans tous ces genres de frameworks, en fait on a une stack complète. Derrière on fait des composants, mais derrière il y a un peu de magie. C'est-à-dire qu'on ne sait plus trop derrière comment ça tourne. Donc là, je vais vous faire une petite, vous essayez de deviner en fait ce qu'il y a de commun entre ces 3 frameworks là et le nom du talk. Il y a une brique commune entre les 3. Peut-être compliqué, non? Hyper. Entre le nom du talk et les 3 briques. Le routing, exactement. Donc il y a un routeur. Ce routeur-là, c'est ce qui permet, en tant que développeur, de naviguer dans la page web sans recharger l'écran. C'est tout l'intérêt. Et en fait, c'est un truc qui est un peu méconnu. Ça utilise l'API history du navigateur. Et je ne sais pas vous, mais moi perso, quand je code sur ces frameworks-là, je ne la manipule pas l'API. Par exemple, moi je suis beaucoup React. Et dans React, il y a le React Router. Et on va utiliser des composants React pour faire la navigation. Et le composant React va jouer sur l'apparition dans le DOM ou pas, suivant les routes qu'on a dans l'écran. Donc on ne manipule pas du tout. On peut se faire injecter un bout de l'API pour le manipuler, faire des previews et voir l'historique. Donc voilà, moi c'est le genre de tool que j'adore parce que ça prend une des briques des gros écosystèmes. Hein, quand on regarde la taille du node module de chaque, c'est costaud quoi. Donc et à la fin, on ne sait même plus qui fait quoi. Donc voilà, c'est pour enlever un peu
l'effet, j'appelle ça un peu l'effet boîte noire. C'est-à-dire qu'on utilise une librairie, un React, un framework, n'importe quoi. Mais finalement, derrière, il y a beaucoup de magie en termes de JavaScript qu'on ne fait plus. Donc voilà. Donc moi, je trouve ça très intéressant de pouvoir revoir ça. Il montre un petit peu de code, il montre les trucs principaux de l'API History. Donc en plus, c'est standard avec les navigateurs. Voilà. Donc je trouve ça intéressant. Un autre talk que j'ai pris, c'est ce monsieur. Donc forcément, on est le mot tendance de ces dernières années, le serverless. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez ce logo. Enfin, une dernière devinette, après je ne vous embête plus. Je ne sais pas si vous connaissez ce logo. Netlify, exactement. Et en fait, ce monsieur, c'est un développeur de Netlify, pardon, Phil Hawksworth. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Netlify, Netlify c'est plein de choses. Et un truc qui est intéressant, en fait, c'est un cloud, un hébergeur de pages web statiques. Donc en mode serverless, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de serveur. C'est pour des gens qui ont juste besoin d'avoir un site web, sur Internet par exemple, où il n'y a que de l'affichage de contenu. Il n'y a pas d'interaction, ni de formulaire, etc. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-là aussi, parce que c'est une tendance qui arrive. C'est en gros les pré-générateurs de contenu. Et il va parler aussi de Jamstack, qui est aussi un outil qui permet en gros de compiler votre page en HTML. Pour découpler le temps du rendu de le temps de la compilation HTML, entre guillemets. Quand votre JavaScript rend votre HTML, donc tout est fait dans le navigateur. Et là, l'idée, c'est de le faire dès la compilation. Pour pas que, quand l'utilisateur accède, ça soit directement affichable et lisible par le navigateur, sans avoir de JavaScript qui va régénérer. Donc c'est de la pré-génération de page. Et il y a une super démo, franchement, même Anthony, il a bien aimé. Ce talk-là, il est venu vite quand on a débattu. Il est venu vite parce que vraiment cool. Et puis Netlify, je l'utilise dans mon asso, Blockchain et Société. On a mis en place Netlify au niveau de GitHub pour voir des pré-rendus du site sur les pull requests avant de pousser le code. Donc c'est super intéressant. Et un dernier talk, et on ne pouvait pas faire un top talk sans parler de ce monsieur. Je pense que ceux qui font du Vue, ils l'ont reconnu, hein, c'est Ivan You, le créateur de Vue.js. Donc vous ne pouvez pas faire forcément un top sans parler de lui. Moi, je le suis pas mal sur Twitter, à chaque fois c'est super intéressant ce qu'il poste, en termes de conception, etc. Et s'il y a bien une chose, il y a beaucoup de choses dont il parle, et en fait, ce talk-là, en gros, il explique comment ces trois frameworks-là, donc Svelte, Vue et React, quelles orientations ils prennent en termes de conception, en termes vraiment de prise de choix sur le comportement qu'on veut des composants, comment on le manipule, etc., comment on réutilise de la logique, comment on agit sur l'état des composants. Et en fait, dans ces trois composants-là, dans ces trois librairies-là, on peut écrire des composants soit comme une classe, soit comme une fonction. Et maintenant, avec React, depuis un an, ça est en release, on peut avoir une gestion de l'état du composant tout en étant dans une fonction. Donc c'est super intéressant. On n'a plus besoin de déclarer une classe, puisque moi qui fais de la programmation objet depuis que je suis petit en informatique, j'ai toujours fait de la programmation objet. Et il y a des fois, je me posais la question, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un objet? Et en fait, là, il dit, bah non, un composant, c'est juste une fonction qui prend des datas et qui renvoie du rendu. Pas besoin d'avoir une classe. Et le framework dit, bah, moi, je te donne les outils pour, par exemple, gérer l'état du composant. Donc, l'état du composant, c'est une des sous-parties des nouvelles orientations que les frameworks prennent. Donc, il y a les React Hooks, pour ceux qui connaissent. Il y a la Vue, la Composition API, donc il décrit. Et Svelte, je vais le lire parce que je ne connais pas du tout Svelte, Reactive Syntax. Et en fait, il est hyper honnête, je trouve. Il compare les trois nouvelles specs, et il dit les avantages et les inconvénients de chacune. J'ai trouvé le talk, malgré qu'il soit le créateur de Vue, j'ai trouvé le talk très bienveillant et très honnête. Même, il fait même des critiques sur les hooks, il n'hésite pas. Donc voilà, et ça permet. Moi, j'aime bien ce gars-là parce qu'il a une façon de voir les choses intéressante et qui est un peu hors ce qu'on peut penser habituellement. Donc je trouve ça super intéressant. Et maintenant, je vais vous présenter le talk coup de cœur qu'on a choisi avec unanimement. Directement, quand on a préparé le T-Rex, c'est venu tout seul en fait. Et en fait, c'est pas le talk le plus technique, premièrement, déjà. Oui, clairement. Mais par contre, c'est la speakeuse qui avait le plus d'énergie. Et en fait, elle a fait un talk. On a fait pareil, en fait, on s'est relu après et on a commencé à prendre des notes, on a arrêté après. Déjà, elle avait un flow d'anglais assez important, donc c'était dur de pouvoir suivre en même temps. Et je pense qu'elle avait beaucoup de choses sur le cœur. En fait, parce qu'elle a fait un gros coup de gueule devant les mauvaises UI, par exemple. Et donc c'est pour ça que UX UI,
c'est dans le sens où il y a des UI qui détestent, quoi. Et elle, en plus, elle est développeuse chez Code Sandbox, donc c'est un IDE en ligne, quoi. Et comme elle dit, dans son métier, elle a un bouton qui fait plein de choses. Donc le bouton dans Code Sandbox, quand vous faites votre code, il y a un bouton qui va servir à recompiler, à ajouter une dépendance node, et c'est toujours le même bouton, il n'y en a qu'un sur l'IHM. Donc c'est là où elle dit complexity, simplicité, c'est l'utilisateur, il a juste à avoir un bouton, et c'est à moi, développeur, de faire toute la complexité qui est derrière. Pour pas avoir un bouton par comportement, qu'on retrouve chez tous nos clients qu'on adore. Et en fait, en gros, elle a un gros coup de gueule contre les mauvais UX. Alors, elle donne un exemple, alors, il y en a plein, hein, mais il y en a un que j'ai bien aimé, c'est pourquoi quand on est sur un site web, au moment de payer, on est obligé de choisir le type de carte bleue. On tape les 4 premiers chiffres et on sait si c'est Visa, Mastercard, etc. Et c'est même si c'est une seconde, en fait, c'est du dev, des champs à gérer, une combo box à gérer, un référentiel avec des dates, suivant les types de carte bleue, c'est un truc horrible à gérer, alors qu'avec les 4 premiers chiffres, c'est transparent. Il y a juste à le faire en JS. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et comment classer ce talk ? C'est un ovni, quoi. Enfin, c'est juste, il n'y a rien de plus à dire. Allez le voir, franchement, même si vous apprenez pas grand-chose, vous passerez un bon moment. Parce que c'est ça aussi que moi, personnellement, j'attends aussi des confs. C'est OK, se faire bourrer la tête de technique pendant 2 jours, mais aussi pouvoir se décompresser et avoir des talks rafraîchissants qui nous parlent. Et voilà. Donc je pense qu'Anthony, tu veux... Ouais, je te suis complètement sur ce site. Donc voilà. Alors maintenant, je laisse la main à Anthony. Oui. Parce que, évidemment, là, on parle de trucs un peu positifs. Il faut aussi des trucs qui nous ont un peu plus dérangés. Donc, on est un peu méchant, mais les talks qui n'ont pas leur place à Node.js pour nous, c'est peut-être méchant, mais bon, formulons-le comme ça. Alors, le premier, c'est JavaScript Save the World. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Asim Hussain, c'est un dev de chez Microsoft qui fait beaucoup de talks. Il fait aussi beaucoup d'articles. Je lis souvent ces articles qui sont plutôt pas mal. Par contre, ces talks, je vais peut-être arrêter. Comment résumer son talk à part c'est beaucoup de pubs pour Microsoft Azure et beaucoup de chiffres et de faits sur l'écologie qu'on trouve partout sur Internet. Donc la plus-value de son talk, 0. Désolé de le dire, mais c'est mon avis. Et le sujet de son talk, au final, quand on se creuse un peu, c'est le serverless sur Microsoft Azure et pas le JavaScript. Et JS, c'est qu'un exemple de ce qu'on peut faire sur Azure, donc c'est un peu dommage. Et j'en attendais un peu plus de ce genre de talk. Voilà. Et le deuxième talk, c'est celui-ci, qui n'est pas vraiment un talk du coup, c'est le TC39 Talk Table, donc qui était sur scène avec Christophe Porteneuve et 4 autres speakers. Et je n'ai pas précisé les noms parce que je n'ai pas retrouvé la liste, mais c'est pas très important. C'est d'autres speakers qui venaient pour faire un talk au Node.js. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça remplace un talk qui était là pour du papa de JavaScript. Donc normalement, on devait avoir un des créateurs de JavaScript, un des fondateurs de la fondation Mozilla aussi. Il a annulé environ 1 mois et demi avant. Il nous a envoyé un mail pour nous dire il y aura une table ronde. Bon, c'est bien en soi. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de sujet. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'en ai. Parce que, en fait, on a quasiment tout le monde a décroché de la table ronde. Les questions étaient vides. Et tout ce qu'on en retire, en fait, c'est que toutes les discussions de la TC39 sont sur GitHub. Merci. Et on a un survol léger de TC39, mais pour une conf qui se dit internationale et de haut niveau, je ne m'attends pas à une présentation basique de TC39. Parce que j'imagine qu'en JS, tout le monde sait c'est quoi. Voilà. Désolé d'être méchant, il faut des fois. Voilà. Voilà. Du coup, on a un peu l'impression que c'est pas préparé. Voilà. Alors vas-y, je te laisse. Non, c'est moi qui démarre. Oui, c'est moi qui démarre. Alors, on va repartir sur des sujets un peu plus positifs. Donc nos tendances. Donc ce qui pour nous a vraiment, on a vraiment ressorti du Node.js en disant ça, c'est des trucs importants. Donc moi, je commencerai par le WebAssembly ou WASM. Il y avait quand même 2 talks qui en parlaient et que donc c'était le sujet principal. On se rend compte que c'est vraiment plus que jamais prêt pour la prod, même s'il y a encore du chemin à faire. Et il y a de plus en plus de langages qui supportent la techno. Entre autres, je pense à Rust, qu'on voit dans quasiment toutes les confs maintenant qui parlent de WASM, ou typiquement avec Parcel, si on crée un fichier .rs, automatiquement il compile et l'injecte dans le bundle. C'est assez bluffant et c'est très cool. Je pense que c'est un sujet qu'il faut vraiment suivre. Et ensuite, je parlerai de Deno. Alors, on a parlé tout à l'heure, je ne vais pas trop détailler, mais vraiment, c'est un concurrent plus simple et plus moderne de Node.js.
et pourquoi pas peut-être une future fin de Node.js, en tout cas un coup de pied au cul pour les pousser à faire évoluer les choses. Je te laisse prendre la suite. Moi, pareil, j'ai dégagé 2 tendances, on s'est limité de ne pas avoir trop de trucs, mais en fait, je vais revenir sur le serverless parce que je ne sais pas si vous faites beaucoup de confs, mais on ne peut pas avoir une conf sans un sujet sur le serverless, simplement. Donc c'est une tendance, c'est plus qu'une tendance puisque ça continue à bien pousser. Donc en gros, le petit serveur du serverless, un petit rappel, c'est en fait on s'en fout du serveur. Non, je plaisante. C'est pas ça. C'est juste, le but c'est de déléguer toute la partie back, hébergement, service, mise à disponibilité, à un cloud provider par exemple, et nous concentrer vraiment sur le code qu'on fait. Donc c'est un peu ça l'idée du serverless. L'idée c'est de dire, nous on fait du dev, pas forcément de l'exploit, donc on délègue ça à quelqu'un d'autre. Et en fait, il y a un nouveau truc, il y a un truc qu'on a mis en place dans l'exemple que j'ai donné dans la sauce, c'est Hugo. Je ne sais pas si vous connaissez, il y en a qui connaissent Hugo? Si, un petit peu. Ah si, un petit peu ça vient. J'adore cet outil, vraiment. Ça permet de pré-générer une page HTML. Donc il y a un langage de script dedans. Vous allez par exemple en Node, vous fetchez une API. Par exemple, nous c'est les meetups. On va lire les meetups sur le meetup.com. Et après, on génère en HTML un carrousel. Et tout ça, c'est mis dans l'index.html. Après, on push ça sur le GitHub. On crée une pull request. Et après, dans la pull request, on a branché la pull request sur Netlify. Et en fait, dans la pull request, on peut aller Netlify pré-génère et déploie le site hyper rapidement. C'est fait vraiment dans la foulée de la pull request. Et nous permet d'aller voir une preview du site avant qu'on clique sur le bouton merge pour accept merge request ou merge, je ne sais plus. Avec GitLab, je suis perdu à force. Et ça nous permet d'avoir un pré-rendu du site. Donc franchement, je trouve ça vachement bien parce que nous, dans la sauce, par exemple, on a quelques devs. Donc il y en a un qui fait la génération Hugo. Donc là, il faut qu'on le mette dans une pipeline parce que tout ça, après, le Hugo, on peut le mettre dans une pipeline type GitLab. Il y a une belle intégration avec GitLab. Et ça permet d'avoir une vue du site, que n'importe qui peut aller regarder le site, développeur ou pas, et cliquer sur OK, j'accepte, il n'y a pas de problème. Alors en général, je vais faire un tour sur Mozilla, je vais faire un tour sur Chrome, et puis je teste sur mon device avec Brave, etc., avec mon portable aussi, pour voir que on n'a pas ramené de la merde de Meetup, s'il n'y a pas de l'HTML un peu dégueu. Et du coup, on arrive à avoir vraiment le site généré. Et on se partage l'URL, et comme ça, on peut tous regarder. Et on a même trouvé des bugs des fois grâce à ça. Donc c'est franchement vraiment super intéressant. En plus, c'est gratuit, Netlify, là, pour ce qu'on a besoin de faire. Donc c'est super intéressant. Autre tendance qui a commencé déjà il y a 1 an, mais qui continue, hein, c'est vraiment quelle évolution prennent les frameworks de front, type Angular, React et Stencil. Pas Stencil, Svelte, pardon. Pas forcément, j'ai dit Angular en plus, alors que c'est pas Angular que je veux dire. Je veux dire React, Vue et Svelte, qui en sont d'autres, plein parmi d'autres. Et pas forcément Angular, mais pour des raisons qui leur sont propres et tout à fait légitimes, dont je ne vais pas aborder aujourd'hui, on ne va pas avoir le temps. Et c'est voilà, comment ils évoluent. Mais ce que j'aime bien, c'est que ce n'est pas une évolution en termes d'API, juste alors comment je crée un composant. Non, ce n'est pas du tout ça, c'est vraiment une évolution en termes de mindset. C'est comment on conçoit un composant, comment on gère son cycle de vie, comment on réutilise de la logique entre 2 composants. Et c'est ça qui est, moi je trouve vachement passionnant. C'est vraiment des nouveaux patterns. Quand on voit une fonction avec un état, bah, moi ça a fait tilt. Quand j'ai vu les hooks il y a 1 an, bah, ça m'a chamboulé, tout simplement. Je trouve ça vachement puissant en fait. Et j'ai mis la fin des classes pour être un peu provocateur, mais finalement, est-ce qu'on a encore besoin des classes pour faire des composants? Alors pour faire des objets, ouais, des objets de type des Peugeot, quoi, des objets. Mais pour faire des composants après, est-ce qu'on a besoin d'une classe? Ça se débat. En tout cas, c'est les débats qui sont au sein des communautés de React et compagnie. Très bien. Donc voilà. Donc maintenant, on va se risquer à donner notre avis. Mais disons qu'on va rester sur une question rhétorique. Je vais vous dire les plus, Anthony vous dira les moins, et après vous ferez votre avis, et c'est vous qui déciderez si vous êtes prêt à aller à Paris pour voir cette conf. Alors, qu'est-ce que j'ai préféré dans cette conf? Déjà, la bonne organisation. Je tiens à le dire, le timing est très bien respecté sur toute la journée. Quand il y a eu les mouvements sociaux, il y a eu une bonne réaction vis-à-vis de l'organisation. Donc on a eu des navettes, on a pu facilement, il y avait une dizaine de points à Paris où on pouvait récupérer un bus. Donc j'ai trouvé ça vachement bien. Et la récupération du badge aussi, parce que 1500 personnes d'un coup, ça fait du monde. Ils avaient fait des guichets par l'aide de nom de famille, etc. Donc ça allait super vite. Il faisait un peu froid, donc c'était dehors, mais bon, on va pas non plus pinailler. Mais voilà, c'était...
n'y passez pas longtemps. L'organisation, comment? Il faisait froid, mais vous passez pas longtemps On ne dehors. passait pas longtemps dehors, parce que c'était bien organisé. Il y avait une tente et tout, alors je plains ceux qui distribuent les badges. Et franchement, c'était une belle organisée. Vous avez vu les photos de la bouffe, et c'était vraiment bien. Enfin, le DFS de Nantes, je ne sais pas, les budgets, je ne les connais pas, mais le DFS de Nantes n'a rien à envier aux d'autres, enfin, en qualité de nourriture, c'était vraiment... Et c'est, mine de rien, moi qui suis allé au Devox il y a 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, il y a 2-3 ans, et ben, c'était des sandwichs jambon beurre. Donc c'est rien que pour dire, le Devox, à Paris. Et ça me reste, il est encore là le sandwich. Parce que, franchement, il faut être honnête, quand on paye une place à un certain prix, on s'attend quand même à un niveau de qualité de l'organisation. On n'attend pas la même chose de Android Nantes, par exemple, Android Paris, par exemple, qui est plus petit, qui est nouveau, qu'un événement comme Dot.js qui est international et qui est vachement implanté. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Et après, il y a aussi un autre truc, c'est que si vous faites beaucoup d'events, vous vous rendez compte que des fois, en termes de track, sur la même heure, il y a 5 confs. Et à chaque fois, il faut faire son programme pour choisir les confs qu'on veut voir. Et moi, je me fais un programme de backup. Si jamais j'arrive, la conf est pleine, il faut que j'aille à une autre conf sans sortir mon téléphone et regarder ce que je veux voir. Donc ça, par exemple, c'est vrai que c'est bien, il y a une seule track. Donc on s'assoit, ça se passe. Et on ne l'a pas dit, mais dans l'orga, il y avait ce qu'on a bien aimé aussi, c'est qu'il y avait des petits lightning. Donc sur les 2 journées, il y avait eu une session de 4 lightning. Donc un lightning, c'est un petit talk de 5 minutes. Et au final, en 5 minutes, comme tu es obligé de passer un coup de rasoir et aller au bout des choses directement, on a appris beaucoup de choses aussi sur les lightning. Donc on a publié sur notre GitHub, sur ton GitHub nos notes et tout. Et j'ai mis les sujets des lightning. Je ne sais pas si les lightning étaient filmés. Ils étaient filmés forcément. Je ne sais pas s'ils seront sur YouTube. Ils commencent à les rediffuser. Ouais, les lightning. C'est au compte-goutte. Donc, ouais, ils diffusent. Je ne sais pas pourquoi ils diffusent pas tout d'un coup. Ils émettent au compte-goutte. c'est pour ça qu'il n'y a pas les replays sur tout le monde. Et dernier retour très positif quand même. C'est vrai qu'on a l'occasion de JS de voir des speakers que voilà, on voit pas partout en fait. Même si au DevFest, on est très très bien lotis en termes de speakers. Là, il y avait quand même Ivan Yu. Enfin, c'est mon petit chouchou. Alors forcément, je suis pas objectif, mais parce que j'adore ses articles et tout. Et il y avait Ivan Yu qui était là et je sais pas si peut-être qu'il revient dans d'autres events en France, mais en tout cas, c'est vraiment des top speakers internationaux. Ou il faudrait peut-être les voir au Web Summit, je ne sais pas, mais en tout cas, de JS, il y a des super speakers. Je te laisse la main, Anthony, pour la suite. Donc, de retour, moi, pour grogner un peu. Du coup, les trucs un peu plus négatifs, ils nous ont un peu moins plu. Typiquement, il y a pas d'animation. Autant dire qu'il y a les confs, et autour de ça, il n'y a pas grand-chose. Au DevFest, on voit qu'il y a quand même un certain mouvement des sponsors pour faire un effort, pour essayer d'animer les stands, pour essayer des petits trucs, de proposer des choses. Donc, on peut toujours faire des choses. Là, il y a un baby au fond de la salle dans le grand hall, et il y avait la roue qu'il y avait pour gagner des goodies sur le stand vente privée. VP, pardon. Ça change le nom. Je vais jamais y faire un truc là. C'est pas grave. Bon, c'est discutable. Mais bon, c'est mon avis. Et en parallèle, je trouve que les pauses sont trop longues. Alors, c'est très bien, je trouve, les blocs de 1h15, surtout vis-à-vis de l'organisation monotrack et tout. Mais une demi-heure, c'est peut-être trop long. Une demi-heure, on a vite fait le tour. Il n'y a pas d'animation sur les stands. Donc, à part la bouffe. À part la bouffe sur les stands. Mais du coup, c'est pas sur les stands. Mais du coup, voilà, on tourne vite en rond, on arrive assez vite en fait, à se poser et plus rien faire en fait, pendant un quart d'heure, 20 minutes entre chaque conf. Et c'est limite des fois ça qui est le plus fatigant dans la journée, c'est gérer les temps de pause. C'est un peu dommage. L'autre point dommage, on l'a dit, il n'y avait que des quickies et des lightning. Donc en soi, c'est très bien, ça permet d'avoir une conf assez dynamique. Mais dans le même temps, du coup, il n'y a pas de conf de 40-50 minutes. Donc il n'y a pas de talk qui permet de développer vraiment profondément un sujet. Et des fois, ça pourrait manquer. À voir, c'est un avis. Et un point peut-être où je suis peut-être plus méchant, c'est on a l'impression que des fois, c'est peut-être plus un rassemblement de top speakers plus qu'un rassemblement de bons talks. C'est peut-être pas la bonne formulation, je sais pas. Mais en fait, c'est pas forcément les top speakers qui nous ont le plus apporté. Et alors, on a quelques top speakers dans nos top talks, on fait pas semblant, hein. Mais il y a quand même quelques top speakers qui n'ont pas forcément été très cool dans leur talk, ou pas très intéressant, ou la formulation qui n'était pas là. Et on se demande si la sélection est pas plutôt faite sur le nom que sur les talks, et c'est un peu dommage si c'est ça. Après, c'est un ressenti, donc on peut se planter. Voilà. C'est un avis. Donc, et du coup, nous, personnellement, Dot.js en 2020, est-ce qu'on y retourne? Alors, personnellement, moi, je dirais non. Alors, ça fait la 2e année que j'y vais, j'ai à peu près les mêmes retours 2 ans de suite. J'y retournerai pas en 2020, et on verra d'ici quelques années si ça évolue.
Et toi, Adrien? Bah moi, je pense pas que j'y retournerai non plus. Ça donne vachement envie d'y aller, hein, je vous raconte. Bah, on parle beaucoup de bienveillance de nos jours, bah, je pense que aussi dire les mauvais points, c'est aussi de la bienveillance d'ailleurs, je pense. Et moi, j'y retournerai pas parce que je voulais y aller quand même. Et puis en plus, on a fait on est allé en équipe et tout, donc c'est sympa en termes de team building, on va dire. Mais au final, je pense pas que j'y retournerai. J'y suis allé parce que franchement, il faut quand même y aller. Il y a des speakers qui sont top et c'est quand même s'il y a les replays, c'est quand même sympa de voir les gens en vrai. Même si, d'ailleurs, j'ai une bonne question que je viens de me poser et je sais pas si on pouvait aller les voir pour leur poser des questions en direct. Il y en avait qui passaient. La plupart des gens circulent. Ouais. Il y en La avait plupart qui des speakers passaient, sont présents dans les salles, donc en fait, dans le hall, donc on peut toujours aller les Ouais, voir. c'est ça, voilà. Donc il y en avait certains qui passaient, on pouvait les voir. Et on peut même, je pense, les pinguer sur Twitter, il y en a qui répondent et tout. Donc mais sinon, j'ai passé 2 bonnes journées quand même, hein, c'est vraiment pas mal. Mais je l'ai fait une fois et je pense pas que j'y retournerai. Même si, avec Sphere, c'est vrai qu'on a la possibilité d'avoir une conf. Et c'est super bien, mais du coup, il faut bien la choisir. Et du coup, bah, peut-être l'année prochaine. Bah, après, peut-être que cette année, peut-être Web Summit, je sais pas. On verra. On verra. Mais oui, je dis que j'y retournerai pas, mais c'est quand même une bonne expérience. Hein. Voilà. Ouais. J'ai quand même un beau retour de JSM. Et de là à dire que j'ai envie d'y retourner par rapport à d'autres confs, je suis pas sûr. Voilà. C'est plus là-dessus. Bah voilà, merci à vous. Les liens pour le slide, mais Alors tout on n'est pas diffusera parfaitement sur. Comment? Ouais, il faut Tout qu'on est génère pas- le PDF. Voilà. Faut qu'on génère le PDF. Parce qu'il y a les notes en fait que vous n'avez pas. Et du coup, Ouais. on a un petit bug là-dessus. Mais Donc sinon, voilà. Merci à vous.